Haute Émission avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs. Et bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 01 TV pour votre rendez-vous dédié aux plus belles séries, aux plus beaux films, aux plus belles images et aux plus beaux sons. C'est l'Ultra Haute Émission et c'est la numéro 4. Bienvenue, merci d'être là. Au menu, au sommaire de ce rendez-vous, eh bien on va s'intéresser au futur James Bond qui sortira en avril, No Time to Die. Le trailer est disponible, bien sûr, on va en parler avec passion. Le JT du son et d'image avec Jean-Sébastien Zanqui, on parlera d'écran pliable et puis aussi des abonnements IPTV pirates qui font vraiment beaucoup de mal en fait aux ayants droit. Et puis le top 5 des séries du mois par Sens Critique, vous le savez, Sens Critique, excellent site qui relate, qui commente toutes les séries, les films, les bouquins et la musique. Et bien Guillaume Boutin nous dira quelles sont les séries les plus punchy en ce moment. Notre rendez-vous vintage avec une série de docs sur Netflix, The Movies That Made Us, qui revient un peu sur les plus grands films des années 80. Et puis la sortie du mois, ou plutôt les sorties du mois, c'est Close sur Netflix. Et puis aussi sur Netflix, The Irishman, avec un casting de folie. Et puis on fera un bilan de cette année 2019, puisque c'est la dernière de cette année pour l'Ultra Haute Émission. Quelles sont les séries qui ont plu à toute l'équipe? Eh bien vous le saurez. Merci d'être là, bienvenue dans l'Ultra Haute Émission sur 01 TV. Présente toute l'équipe de l'Ultra Haute Émission. Jean-Sébastien Zanqui est à ma gauche. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com, spécialiste du son, de l'image. On va le retrouver dans le JT dans un instant. Et puis on va commenter aussi avec lui toutes les séries de ce moment. Guillaume Boutin donc, de Sens Critique, cofondateur de Sens Critique. Merci Guillaume d'être là. Et puis Thomas Camacho, bonjour Thomas. Bonjour François, salut à tous. Salut. Et Thomas, fin connaisseur aussi des séries et qui n'a pas la langue dans sa poche. On le remarque à chaque fois dans cette émission et c'est tant mieux. Ah bon? Thomas qui est venu avec il y a beaucoup de choses, une partie de sa vidéothèque. On a même sorti les VHS pour vous dire à quel point on en est, hein, les amis. On va en parler tout à l'heure. Pour débuter, le cadeau que nous vous offrons pour cette ultra haute émission, c'est un très joli cadeau, encore une fois en collaboration avec notre partenaire TCL. On vous offre un écran 65 pouces, les amis. Et avec toutes les technologies qu'il faut à l'intérieur. C'est-à-dire que nous avons du Dolby Vision, du Dolby Atmos pour avoir un son exceptionnel. Chromecast intégré, c'est une télé avec Android TV, ce qui fait que vous allez pouvoir télécharger toutes les applications que vous voulez, que ce soit Netflix, Amazon Prime Video, bien évidemment, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est la 65 EP660 et on est très heureux de vous l'offrir. En plus, elle est compatible Alexa. Voilà, donc vous pourrez parler à votre télé. Si vous vous sentez un peu seul dans la vie, c'est pas de problème, vous aurez comme meilleur ami votre télévision, ce qui est plutôt sympathique. Vous vous dites, mais comment remporter cette télé ? C'est la question. Eh bien, vous allez tout simplement sur le site de 01net.com et là, vous cliquez sur l'article qui vous explique un peu ce qu'il y a dans cette émission et vous verrez qu'à la fin, il y a le jeu concours. On vous pose une petite question très simple qui a un rapport avec ce dont on va parler. Et si vous êtes tiré au sort, cette télé 65 pouces TCL est à vous. On vous souhaite bonne chance. Bon, alors on y va pour cette ultra haute émission et on attaque tout de suite avec le trailer du mois. Le trailer du mois, c'est le prochain James Bond. Tout le monde attend. Regardez les premières images. Pourquoi est-ce que je te trahirais? Parce que tout le monde a un secret. Il est temps de s'intéresser au tien. Le monde s'arme trop vite pour qu'on puisse suivre. Où est 007? Bon, voilà, c'est les premières secondes d'un trailer qui est très, très, très attendu. Sans doute l'un des trailers qui était le plus attendu de ces derniers mois. Le prochain James Bond, No Time to Die. Le dernier tour de piste pour Daniel Craig, visiblement, à moins qu'il y ait un dernier rebondissement. C'est vrai que là, on est quand même à un tournant de la saga James Bond qui commence. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a quelque chose à dire.
Bah, moi, je veux bien Allez commencer. Thomas, vas-y. Oui, donc c'est le dernier tour de piste de Daniel Craig qui avait pourtant promis qu'on ne l'y reprendrait plus. Hein, et il avait dit stop, et puis bon, un petit chèque Oui. et on y retourne. Hein. 20 millions de dollars, je crois. Ouais, 20 millions de dollars ouais. de casting, de cachet en fait. Wow. Et puis du coup, très impatient, parce qu'en plus, c'est un projet qui revient de loin. Il y a eu Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting, qui était attaché au projet, qui était annoncé, officialisé, puis qui s'est retiré pour différents artistiques. C'est la conclusion de l'ère Daniel Craig. On sait que Skyfall a fait 1 milliard de dollars. Moi, j'aime beaucoup ce film-là. Je sais que beaucoup le considèrent même pas comme un James Bond, alors que moi, je trouve que c'était un bijou. Et puis donc c'est Cary Fukunaga qui a repris le flambeau, le réalisateur de la première saison de True Detective. Donc pourquoi pas, moi je suis très impatient de voir ça. J'ai un petit bémol sur Léa Seydoux qui revient. Je ne suis pas un grand fan de Léa Seydoux, mais bon, après tout, pourquoi pas. Donc voilà. Moi, Avril, 8 avril. 8 avril, effectivement, ouais. Guillaume, Ça fait partie des ça frissonne sur Sens Critique. des grosses attentes qu'on a sur Sens Critique. Voilà, ça fait partie des 10 films attendus en 2020. Voilà, ça fonctionne. Après, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais bon, ça fonctionne. Ça fait partie des valeurs sûres, on va dire. C'est un rendez-vous, quoi. Voilà. C'est un rendez-vous. Et peut-être que comme ce sera le dernier, peut-être, de Daniel Craig, voilà, peut-être qu'il y aura une attente particulière par rapport à ce qui se passera par la suite. Bon, Jean-Sébastien, tu attends ce James Bond avec impatience? Aussi, moi, je suis un peu triste de voir partir Daniel Craig. Oui, moi aussi. Qui finalement au début Ouais. franchement, avant le premier James Bond, j'étais bon, Daniel Craig, c'est Oui, quand même un peu, étonnant. Et puis le premier finalement a été absolument génial. Casino Royale. Voilà, Casino Royale était Très extraordinaire. bien. Et je suis surtout curieux de savoir qui sera le prochain. Parce que c'est quand même Le prochain ou la prochaine? prochaine. Je sais Alors, pas si pourquoi vous pas, avez la suivi première vue sera la l'histoire. prochaine. Ouais, ouais. C'est exactement ça, j'allais y venir justement. On parle de l'actrice Lashana Lynch qui joue Nomi dans le film et qui a le matricule 00. Ouais. Alors est-ce que ça va être un passage de flambeau? On ne sait pas trop. Surprise donc en avril, on verra bien. On verra bien, mais c'est vrai que les fans n'ont pas tellement bien compris ça. On parlait beaucoup de Idris Elba, Ouais, tout à fait. mais Oui. finalement ça s'est jamais fait. On verra bien. 250 millions de dollars le budget. Ce qui est quoi, dans la moyenne d'un James Bond plus cher, ou alors ouais. c'est Le le plus cher. budget explosé? Non, c'est le D'accord. plus cher. Le Ouais. plus cher de la franchise. Incroyable. Bon, écoutez, on aura l'occasion en avril d'en reparler, puisque voilà, on pourra vraiment voir ce film et commenter et dire ce qu'on en a pensé ici même dans l'ultra haute Et émission. si je peux me permettre, François, comme c'est Noël, Ouais. vous avez toujours ce magnifique coffret. Hop, je le montre. Waouh. Voilà, pour les 50 ans de James Bond, qui est toujours disponible. Belle idée cadeau, c'est un must. En Blu-ray, bien En Blu-ray. sûr. Ça existe en 4K, les James Bond, tiens? Je crois pas, non. Je n'ai pas l'impression. Non, je crois que ça n'a pas été édité en 4K. Alors je crois qu'il y en a certains, les tout derniers sont disponibles en 4K, mais je ne pense pas que tous aient été remasterisés en Alors, 4K, je pense puisque rappelons que la saga des James Bond, il y en a combien? Tiens Thomas, toi qui sais tout. Eh Est-ce ben, que je vais te coincer là? Celui qui sort, c'est le 25e. C'est le 25e. Il est trop fort ce Thomas. Bravo. Non mais franchement, il est très fort. Bon, allez, on enchaîne tout de suite avec notre JT du son et de l'image maintenant. Le JT du son et de l'image, parce que vous le savez, l'ultra haute émission, c'est évidemment l'actualité des séries, des films, mais aussi de la technique, de la technologie qui nous permet de profiter encore mieux, en fait, de tous ces contenus. Et c'est important aussi, voilà, de parler de tout ça avec Jean-Sébastien Zanqui. Donc, le JT du son et de l'image, on va commencer par LG. Oui. Qui aurait, on va dire, dans sa besace, peut-être quelque chose d'assez étonnant. Bah oui, on se souvient, il y a à peu près un an, justement, au CES 2019, LG avait présenté la première télévision enroulable. Donc c'était vraiment impressionnant avec cet écran qui descendait dans un meuble et qui s'enroulait. Vous l'aviez vu ça ou Ouais, pas? C'est impressionnant quand même. Les images, ouais. C'est- Tout le monde était ébahi par cet appareil. C'était la star du CES Ah oui, c'était la star du 2019. CES. Clairement, c'était l'appareil bluffant du CES. Et peut-être que LG va recommencer cette année, puisque LG a proposé, en tout cas déposé un brevet pour cette fois-ci un écran OLED pliable en accordéon. Alors comment ça fonctionne? Quand on voit le schéma qui est proposé par LG, globalement vous avez 6 parties égales qui se replient les unes sur les autres et qui sont protégées en fait par un cadre extérieur qui contient lui-même les haut-parleurs. Donc ça permet en fait d'avoir finalement une télévision qu'on va pouvoir plier
mettre sous son bras et puis transporter, tout simplement. Et aller en week-end avec. Voilà. Comment ? Tu vas en week-end avec. Ouais, voilà, exactement. Tu emmènes ça dans ta petite maison de campagne, si tu veux, en week-end. On le met, et puis une fois déplié, évidemment, on a un immense téléviseur. Alors, effectivement, on s'imagine que ça sera, pourquoi pas, proposé et présenté par LG au CES 2020. On ne sait pas encore exactement, mais ça serait quand même une belle suite à l'écran enroulable. Et c'est avec un tel appareil, c'est clair qu'LG ferait, en tout cas, sensation, encore une fois, au salon de Las Vegas. Ouais, bon, ça vraiment, il n'y a que la technologie OLED qui permet, si on veut faire du pliable, de pouvoir plier les écrans. Même chose que sur les smartphones. Exactement, c'est justement l'analogie que je voulais faire, c'est que voilà, le pliable arrive sur les smartphones, mais arrive aussi finalement sur les télés. Exactement, ça permet ce genre de nouveaux form factors qui sortent vraiment de l'ordinaire par rapport à la télévision qui trône dans son salon. Et... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais peut-être que dans quelques années, les amis, on pourra acheter des bouts de télé qu'on pourra coller comme ça sur un mur, ou alors déplier sa télé. C'est vraiment des gestes qu'on voit dans certains films de science-fiction, oui, tout à fait. mais qui petit à petit, et on le voit avec Jean-Sébastien, commencent à se rapprocher de la réalité. C'est quand même assez impressionnant. On va parler maintenant des abonnements IPTV. Vous savez, c'est un peu la partie sombre du contenu que l'on peut regarder. Oui. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, pour quelques dizaines d'euros par mois, on peut avoir accès à toutes les chaînes payantes du monde, finalement. Exactement. Et ça fait énormément de mal à l'industrie du divertissement. Oui, et en fait, tu aurais même 13 millions en fait, d'Européens à utiliser un service d'IPTV illégal. En tout cas, c'est ce que rapporte une étude qui a été faite par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, justement. On n'a pas appelé tous les gens pour leur demander s'ils pirataient. Alors, pas tout à fait, non. Oui, bien sûr, oui, je pirate. C'est une étude qui a été faite sur une analyse justement des connexions Internet dans toute l'Union européenne, et avec un taux d'abonnement qui varie beaucoup d'un pays à l'autre. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est les champions dans l'Union européenne. On monte jusqu'à 8,9% des habitants qui sont abonnés à une offre IPTV illégale. Donc c'est quand même assez incroyable, c'est presque 10% de la population. Je pensais qu'ils étaient pour contrebalancer ce truc-là, je crois que c'est aussi en pourcentage les plus abonnés aux services payants. Sûrement. Alors, les deux vont ensemble. On a souvent démontré, d'ailleurs, c'était vrai aussi en musique, on a souvent démontré que les plus grands consommateurs de musique téléchargée également étaient aussi les plus grands acheteurs de disques, par exemple, à l'époque. Donc en général, ça va souvent de pair. Alors en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, on est beaucoup plus proche de la moyenne, c'est-à-dire autour de 3,1% de la population qui est abonnée à ce genre de service. Malgré tout, ces trois pays, à eux seuls, représentent près de la moitié du revenu généré par ces abonnements illégaux, c'est-à-dire environ 532 quand même millions d'euros, sur un montant total de 941 millions d'euros. Donc il y a presque 1 milliard d'euros dans l'Union européenne qui vont à ces services qui sont illégaux. Et donc 1 milliard d'euros qui ne va pas. Qui ne va pas du coup aux ayants droit. Alors après, est-ce que ces gens-là s'abonneraient forcément à ces services-là ? Rien n'est moins sûr, mais c'est en tout cas une somme qui ne va pas aux ayants droit. Alors il faut dire que quand même une offre IPTV illégale, c'est hyper intéressant au niveau financier. Certaines offres sont autour de 20 euros par an. Quand un service, par exemple, abonné à Canal, c'est 20 euros par mois. Donc à partir de là, clairement, c'est hyper intéressant. Mais attention, en plus, pour 20 euros, vous avez pas Canal. Vous avez, bien sûr. Évidemment, les BeIN, voilà, si vous voulez du sport, si vous voulez du cinéma, si vous voulez des séries, il y a de la VOD même, c'est complètement hallucinant. Dans tous les pays, en fait. Ouais, tout à fait. Envie de vous faire un film alors évidemment, chinois, c'est complètement illégal, donc on ne vous conseille pas du tout de vous abonner à ça, parce que ça peut être tout à fait risqué. Mais c'est une tendance qui est très très lourde dans l'Union européenne et dans le monde entier. Si je peux ajouter un truc sur les méfaits, en fait, il faut savoir que c'est le téléchargement, la consommation illégale ne va pas pénaliser les gros blockbusters ni les gros films d'auteur. C'est les films qui sont entre les deux. C'est les gros indés américains, les studios américains et le rachat de Fox par Disney, participe à ça. Mais tous les films gros indés américains, en fait, sont menacés par ce type de consommation, parce qu'on va se dire, on va pas le sortir en salle, ça sert à rien, et c'est des films que peut-être on verra plus en salle, c'est une conséquence de cette consommation. Pas que des IPTV, il y a mille autres. Oui, bien sûr, là du film en streaming. La consommation illégale fait que les gros indés, c'est eux qui en souffrent le plus. Alors, tu as tout à fait raison. Moi, malgré tout, quand même, on quitte un peu l'IPTV, mais on parle des séries en streaming. Parfois, je veux dire, quand tu aimes une série et que tu ne peux pas légalement la voir, soit en payant, soit en la regardant à la télévision, si tu as envie de la voir, tu es obligé de passer par le streaming. Ils sont de plus en plus rares, quand même. Il y en a encore. Ouais, mais je t'assure qu'il y en a encore. Par rapport à il y a 3 ans... On a parlé de Disney+, on va en reparler. Disney+, c'est le meilleur exemple du moment. Il faut attendre 3 mois.
D'accord, mais aujourd'hui, franchement, qui a envie d'attendre 3 mois pour avoir une série? C'était valable il y a encore quelques années, mais là maintenant, on a envie d'avoir tout de suite. Ce que tu soulignes, c'est très conjoncturel. C'est juste le temps que la plateforme soit dispo. Certes, mais, Oui, là, c'est un mais à lancement de l'échelle, plateforme. à l'échelle du temps, comment dire, du temps de cette chronologie, dans quelques temps, le sujet se posera plus. Et je pense que dans 1 an, peut-être 2 ans, il n'y aura quasiment plus aucune série majeure qui ne sera plus disponible Mais également en France. Espérons-le, parce que c'est encore le cas. Il y a certaines séries qui arrivent en France avec un certain Je retard. parle des séries majeures, les séries de Oui, niche. bien sûr. Typiquement, quand on est fan d'animé ou je sais pas, de drama coréen, pardon, ou de choses comme ça, là, c'est sûr que... Oui, là, t'as pas le choix. Non, quasiment pas. On a parlé d'OLED avec LG, on va parler de Panasonic avec une nouvelle un petit peu moins reluisante. On va Tout dire. à fait, c'est même la fin d'une époque pour Panasonic. C'est-à-dire que le constructeur japonais a expliqué ce mois-ci qu'il a arrêté complètement la production d'écrans LCD et même de semi-conducteurs. Donc c'est pas rien pour cette marque japonaise. Ça fait plus de 3 ans en fait que Panasonic déjà ne fabriquait plus des écrans LCD que pour les marchés industriels, comme l'auto ou la médecine. En fait, les dalles de téléviseurs de Panasonic sont maintenant fabriquées par des tiers, tout simplement, comme LG pour l'OLED ou Samsung pour le LCD, tout simplement. Donc le groupe japonais a également annoncé qu'il allait céder son activité de semi-conducteur à une entreprise taïwanaise. Et on voit petit à petit, finalement, que le modèle de Panasonic était vraiment un des grands acteurs de la télévision. Et il abandonne son cœur de métier, il transforme son activité. En fait, le groupe, maintenant, il continue de construire des téléviseurs, mais avec les composants des autres. Mais surtout, il est connu maintenant pour faire de la production de batteries. Vraiment de batteries pour, par exemple, les voitures. C'est-à-dire que Panasonic a investi aux côtés de Tesla dans sa Gigafactory, qui est son usine immense qui a été construite dans le désert du Nevada. Et il fait fabriquer ces batteries, d'ailleurs, en Chine et au Japon pour fournir Toyota, Ford ou Honda. Donc on voit que vraiment Panasonic a complètement basculé et c'est un géant, on va dire, de l'électronique grand public qui change complètement de modèle face à C'est l'arrivée. plus un fournisseur de technologie qu'un vendeur d'électronique grand public. Exactement, Voilà. tout à fait. Et c'est bien dommage parce qu'ils ont un savoir-faire en termes de qualité d'image vraiment. qui est... Les téléviseurs Panasonic, c'est parmi les meilleurs du marché. On est d'accord. Exactement. Petit clin d'œil pour terminer, Oui. Jean-Sébastien, parce qu'on ne parle pas beaucoup de cuisine dans cette émission. Non, c'est dommage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Sans Ouais. critique, il n'y a pas beaucoup de recettes. Non. Tu ne fais pas vraiment concurrence à Marmiton, on est Non, d'accord, pas encore. Guillaume? Mais bientôt, peut-être. Peut-être bientôt. Et peut-être, pourquoi pas, avec l'appareil que va nous présenter maintenant Jean-Sébastien. Bah oui, parce que si vous pensiez que le marketing et le merchandising de Star Wars avaient atteint ses limites, Non, eh bien non, vous êtes non. vraiment très très loin J'avais du pas compte vu en fait. C'est la chaîne de magasins donc Williams Sonoma qui commercialise je crois que des... c'était William Sorin, je me suis dit. Non, alors presque, mais alors ça pourrait parce que c'est des autocuiseurs. Ah, des autocuiseurs. Voilà, des autocuiseurs, donc Bien. à l'effigie de Dark Vador, de R2D2, de Chewbacca, de BB-8. Mais cela dit, je trouve ça trop cool, quoi. Eh bien, écoute, vraiment. Est-ce que ça fait les mêmes sons que R2D2 quand c'est prêt? Alors je sais pas, j'ai pas pu les tester malheureusement, mais alors quand même ce sont des super autocuiseurs, c'est-à-dire qu'il y a 7 Ah oui. fonctions de cuisson, Bien sûr. il y a 14 programmes intelligents, c'est du super autocuiseur et pourtant c'est pas très cher, c'est 80, 120 dollars, mais malheureusement ou heureusement on sait pas trop, c'est pas disponible en France, donc dans l'Hexagone on pourra se rabattre sur les cocottes, le creuset, Ah, bah oui. Star Wars, parce qu'effectivement le Les creuset cocottes, le fait des creuset. cocottes Star Wars. Donc si on veut faire un petit bœuf bourguignon surveillé par Han Solo, donc il n'y a rien de mieux, hein, la petite cocotte, le creuset, sûr. voilà, n'hésitez pas. Je suis ton bœuf bourguignon. Ouais. On peut faire des trucs assez sympathiques quand C'est même. rigolo. Non, Oui, mais oui, franchement, c'est le merchandising Star Wars, j'ai entendu qu'ils sponsorisaient Flunch dernièrement aussi. J'ai entendu des pubs Flunch Star Wars, pourquoi pas, Bah, c'est Flunch qui paye pour Alors, utiliser la évidemment. licence Star Wars. évidemment. Et alors ça, c'est juste un mot, mais est-ce qu'à l'époque de George Lucas, on aurait eu ça? Je suis pas sûr. Je pense que là, maintenant que tout est rentré dans la... Il y avait déjà pas mal de merchandising, Je pense que à l'époque, Lucas, même pas autant, un peu c'est de, clair. mais Autant, autant ouais, n'importe autant. quoi. Non, c'est quand même Parce que lui, là, pas- j'ai mais rien c'est lui contre qui a Flunch, inventé, hein, bien c'est très sûr. sympathique. Oui, oui. Mais enfin, passer de Flunch à Star Wars, Oui. il faut quand même bien Il dit réfléchir. Ouais, mais par c'est- rapport. c'est lui qui a inventé ça. C'est lui qui a Le inventé ça. merchandising associé à Hmm. l'économie même de la production du film, c'est George Lucas. C'est ce qui lui avait d'ailleurs Et c'est ce qui permis l'a à rendu l'époque- riche, ouais. Bien sûr. C'est ce qui lui avait permis à l'époque de pouvoir justement faire Star Wars, parce qu'il avait dealé un truc avec la Fox à l'époque où il donnait, en fait, il se payait moins. Oui. Oui, mais et prenait après, les droits il des gagnait un produits dérivés. pourcentage. Voilà. Sur les produits dérivés. Mais d'après ce que dit Pierre, qui réalise cette émission avec Jean-David et avec Laure, et qui est dans mon oreillette, vous le savez, j'ai une Ah oui. petite oreillette là, magique, il disait que George Lucas en fait gardait en fait la main sur le merchandising, ce qui est à mon avis tout à fait possible parce que
c'est loin d'être un imbécile. Hein, À l'époque Lucas. du 3e épisode avec les Ewoks, par exemple, les Ewoks, sûr. c'était parfait pour faire des petites figurines, comme le Baby Yoda actuel dans Mandalorian, qui doit être certainement un carton. Ça va être un hit, ouais. Voilà. Pour les fêtes. Je vous rappelle qu'on vous offre un beau cadeau. Dans cette émission, l'ultra haute émission, je vous offre un cadeau, une télé 65 pouces de la marque TCL, un constructeur très intéressant qui produit de bonnes télés à de très bons rapports qualité-prix, avec notamment la télé que vous venez de voir, un 65 pouces, donc avec du Dolby Vision qui améliore la qualité d'image. Vous avez du Dolby Atmos qui vous permet, en plus d'avoir un son enveloppant, hein, avec les haut-parleurs de la télé. Tout ça est compatible Android TV, donc le système de connectivité, c'est Android, ce qui fait que vous pouvez télécharger tout comme sur votre smartphone, à peu près toutes les applications que vous voulez, de Netflix, Amazon Prime Video, et puis toutes celles qui arriveront. Chromecast intégré, donc vous pouvez transférer depuis votre mobile vers la télé tout le contenu que vous avez, et puis Alexa en plus, sachant qu'à mon avis Google doit marcher puisque c'est Android TV, donc vous avez Aussi, les deux, oui. hein, je pense que vous avez Alexa et Google Home. Cette télé donc, on vous l'offre via le site zeronet.com et notre petit concours. Vous allez sur zeronet.com, vous cliquez sur l'article qui relate en fait cette émission, et puis vous verrez qu'à la fin il y a un petit questionnaire pour tenter votre chance pour remporter cette télé 65 pouces. C'est la 65 EP660 exactement. On enchaîne tout de suite avec bien la suite de l'ultra haute émission, et je pense que maintenant on va s'intéresser aux séries du mois, le top 5 des séries du mois. Et les séries du mois, c'est lui. Il est là, Guillaume Boutin. Maman va bien, Guillaume? Je te remercie. Non, mais Très bien. il faut quand même expliquer que Maman Boutin, Madame Boutin, qu'on salue, regarde cette émission. On vous salue, Madame, et vous avez un fils qui est très chouette. C'est bon, c'est ce que tu m'as dit. Non, tu peux ouais, lui c'est dire parfait, ça, là, donc, c'est parfait. Là, je te c'est remercie. J'ai exactement passé ça. un beau Noël grâce à toi. C'est génial. Voilà. Alors, on va maintenant s'intéresser aux 5 séries qui font le buzz sur Sens Critique. Et c'est toujours intéressant de voir un peu avec la communauté que vous avez à Sens Critique. On rappelle que c'est évidemment une communauté qui est grandissante. Il y a combien de... C'est 1 million de membres. 1 million de et membres. 5 millions de visiteurs par mois. Vous vous rendez compte? Donc c'est intéressant, quoi. On a beaucoup de data sur les séries qui buzzent actuellement. Alors, quelles sont celles qui cartonnent actuellement sur Sens Critique? Alors, la première, la série du moment, c'est Grégory. Ah, la J'avoue que c'est comédie assez de l'année. étonnant. Alors, ouais, Excusez-moi. là, on va y aller. Joyeux Noël à tous. Alors, joyeux Noël. Joyeux Noël, En fait, il y a les visiteurs, si vous voulez, d'un côté, Grégory de l'autre. Hein. Joyeux Noël. Non, puis en plus, je vois les images en même temps. Ouais, C'est non, vrai que mais c'est c'est- vraiment c'est- sympa. c'est vrai que c'est un peu glauque, mais- Non, mais c'est étonnant parce que ce qui est assez étonnant, bon, en 2 mots, bon, on revient sur le fait divers du petit Grégory, 84, 1984. Ce qui est intéressant, parce que tout a été fait sur cette série. Il y a eu des dizaines de livres, des dizaines, voire des centaines d'émissions, de documentaires, etc. Là, la série, en fait, va plutôt être sur les à côté. Donc sur le juge, le rôle des médias, des avocats, etc. Plus que sur l'enquête en tant que telle. Enquête qui n'a jamais été terminée d'ailleurs, parce qu'on ne sait toujours pas qui a tué le petit Et Grégory. c'est ça aussi qui, je pense, tient en haleine la France Bien depuis sûr. toutes ces années. C'était un vrai drame français. Oui, tout à fait. Ce fait divers, parce que c'est un fait divers. Mais c'est ce que tu Et puis, comprends bien dans la série. En fait, ce qui est assez bien fait dans cette série, c'est que tu comprends à quel point tous les éléments, tous les ingrédients d'un fait divers unique, et je pense c'est peut-être le fait divers du siècle, sont réunis parce que ça touche à tout. Bien sûr, bien sûr. Ça touche justement Ah non, mais- au rôle de la justice et le rôle des médias en particulier. Alors c'est assez intéressant, justement, il y a une remarque d'un de nos membres de Frédica qui souligne que les médias n'ont pas attendu le flot de l'info en continu pour déraper et s'asseoir sur la déontologie pour faire vendre du papier et de l'image. On voit à quel point déjà à l'époque où Internet n'existait pas, les chaînes d'info en continu n'existaient pas, on pouvait avoir des dérives mais qui sont vraiment hallucinantes. Moi, donc j'ai vu la série. Je suis assez. Tu nous la conseilles? C'est vraiment une bonne série. Moi, je vous la recommande, ouais, parce que c'est hyper intéressant sur l'époque, et surtout ce rapport entre justice, médias, les rumeurs, comment est-ce que c'était colporté, comment les journalistes se maquaient avec des avocats pour influencer le juge. Enfin, voilà, il y avait un très mauvais juge, bon, paix à son âme, puisqu'il s'est suicidé il y a 2 ans, je crois. Il s'en est jamais remis, mais c'est vrai que le juge n'avait probablement pas
les épaules pour supporter une telle affaire. Mais c'est une histoire incroyable. Et moi, je connaissais très bien le fait divers. J'avoue que c'est un truc qui me passionne un petit peu. Quand j'ai vu cette série, j'ai encore appris. D'une part, j'ai appris des choses et c'est assez fabuleux. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que ça touche une nouvelle génération. C'est-à-dire ce qui n'est pas. Moi, j'ai 45 ans. Moi, j'ai grandi avec le petit Grégory. Moi, j'ai grandi avec les unes de Paris Match pendant des années, des années. Et les rebondissements sur les JT de 20h à l'époque. Et la une de Christine Villemin, etc. C'est un truc. Et moi, je comprenais pas très bien. J'avais 10-15 ans. Et justement, il y a un des membres qui résume assez bien ce phénomène générationnel. Donc c'est Smile Show qui nous dit « J'ai eu 2 piliers pour me construire en cette période fantastique qu'est l'adolescence, Indochine, le groupe, et l'affaire Grégory. » Je sais pas perso. C'est assez bien résumé, je trouve. C'est hyper. C'est vraiment l'époque des années 80. Et ça restera, je pense qu'on en parlera dans les livres d'histoire encore. C'est passionnant. Hein. C'est vraiment passionnant. Moi aussi, je suis tombé dessus et j'ai passé une nuit blanche à regarder ça. Et c'est extrêmement bien produit en plus. On a ce décorum des Vosges qui est glaçant et non, c'est passionnant. Et je lisais un truc, il paraît que cette série marche bien en France, mais elle marche bien à l'étranger. C'est ça qui est étonnant. C'est que Netflix. Mais parce que c'est une histoire incroyable. Je le répète depuis tout à l'heure, mais l'enchaînement d'erreurs, de coïncidences même, et de choses malsaines. On a reproché quand même, peut-être certains disaient que c'était un peu trop américanisé en matière de tournage, de production, etc., de mise en scène. Après, c'est un vrai réalisateur qui est derrière. C'est Gilles Marchand, qui a réalisé notamment, qui est co-réalisateur et co-scénariste avec Dominique Moll, qui a fait Seules les bêtes, qui vient juste de sortir en salle, qui est un très bon thriller, qui avait fait à l'époque Harry, un ami qui vous veut du bien, qui a fait... C'est un vrai réalisateur derrière. Le premier épisode est assez dur, franchement, quand on voit les images. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que tout était filmé en temps réel. L'enterrement, quand on sort le petit Grégory du fleuve... Bien sûr, c'est horrible. On voit les images. Il y avait des caméras. On voit le petit Grégory porter. Les funérailles, c'est dur. Les funérailles, c'est... Allez, on a pris un peu de temps pour cette série. On va aller plus vite pour les autres parce que c'est vrai que c'était... Bon, voilà. Et puis ça nous concerne tous. La deuxième série qui buzz actuellement sur Sens. Toujours. Ouais, alors c'est un buzz pas dingue, mais c'est intéressant d'en parler. C'est un petit buzz. C'est une série Netflix française fantastique. Voilà. Donc déjà... C'est étonnant toujours. Et bien chez nous, elle a son petit succès. On a quand même un public qui peut être assez dur quand les Français s'essayent au fantastique, que ce soit en film ou en série. Là, ça a son petit succès, donc ça s'appelle Mortel. C'est une série qui n'a pas forcément énormément de moyens, mais qui tente pas mal de choses. Donc en 2 mots, c'est l'histoire d'ados qui se découvrent des super pouvoirs et qui vont tenter de retrouver un assassin. On est dans un univers très réel banlieue, enfin urbain en tout cas, on va dire. Et c'est pas mal. Normalement, ce type de série chez nous se fait plutôt un petit peu savater. Il faut dire qu'on n'est pas excellent en matière de séries fantastiques, nous les Français. Non, c'est vrai, mais là j'ai l'impression, parce que je ne l'ai pas vu, donc je m'appuie sur les commentaires de nos membres, l'écriture n'est pas trop mauvaise. Et ce qui est intéressant, donc ce que souligne Louise 2CL, un beau pseudo, dit qu'on ne flatte absolument pas les attentes du public. C'est assez cru, c'est effrayant, c'est sexy et excitant de voir la France s'engouffrer dans ce registre. C'est-à-dire que c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'on ne donne pas forcément la chance à des réalisateurs ou des créateurs français d'aller sur ce terrain parce qu'il est justement un petit peu risqué. Et au final, on devrait peut-être le faire de temps en temps pour voir émerger des talents. Et c'est là qu'on voit la puissance de Netflix. Si Netflix n'avait pas été là, cette série n'aurait jamais existé parce qu'aucun grand média, aucun TF1, France Télé, M6 aurait misé un copec sur ce type de scénario. Et on critique beaucoup tous ces services de SVOD américains, mais ils permettent, malgré tout, à de nouveaux talents d'émerger. Et on l'oublie, on le dit pas assez. Mais ce qui est assez intéressant aussi dans la perception du public, dans leurs commentaires, c'est qu'ils intègrent tous le fait que ce soit français dans leur jugement. Et on a vraiment 2 équipes. Il y en a beaucoup qui disent, pour une équipe française, pour une production française, c'est pas mal, c'est encourageant, allons-y. Et on a les autres qui disent, voilà, c'est français, c'est nul, etc. Bon. Typiquement, voilà, on a un commentaire de Clochette Long qui nous dit que ça reste maladroit et pas toujours juste, comme beaucoup de prods français. C'est-à-dire que le fait que ce soit français reste une boussole d'appréciation. Et puis un a priori... Exactement. On enchaîne avec la 3e série qui buzz sur Sens Critique. Oui, alors Servante, lancement d'une série sur Apple. Chez nous, c'est la première série Apple qui est vraiment très bien notée. C'est pas un très gros succès en termes de popularité, mais alors ceux qui l'ont vu vraiment adorent. Ouais, alors c'est une série qui est en cours, on en est au 4e. 6e.
Ah oui. On est au 6e épisode. J'ai loupé des Oui, tout à fait. Alors, c'est une série plutôt Oui. horreur. Et à chaque épisode, le buzz monte. Alors, c'est produit notamment par Night Shyamalan, le réalisateur de Sixième Sens, Glass, etc. Donc, un petit peu un maître dans le genre. En 2 mots, c'est un couple qui perd un bébé et qui décide de prendre une poupée pour remplacer le bébé. En fait, c'est pour soigner la maman qui ne se remet pas de la perte de ce bébé et qui va pousser le truc au point d'engager une babysitter pour s'occuper de cette poupée. Déjà, le scénario de départ Oui, est un oui. peu tordu quand même. Ouais, hein. il est assez... Alors moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est vraiment très bien. Oui. Il y a une atmosphère qui est vraiment pesante. Le premier épisode est réalisé par Shyamalan, justement, Ouais. et la réal, elle est géniale super. du premier épisode, vraiment. Ouais. Ouais. Mais justement, l'atmosphère, c'est ce que soulignent pas mal nos membres, notamment Dark Vador, qui parle d'un mélange d'angoisse, de suspense et de glauque. Il connaît qui bien. fait Vous avez quand même des people, à Ouais, Sens ouais, Critique. ouais, hein. ouais. Franchement, vous n'avez Ouais. pas que Clochette, je sais pas quoi. Non, Il y a aussi Dark Vador. Ouais, Ça, c'est tout à cool. fait. Après, bon, on a comme aussi quelques réserves avec moi une formule que j'aime bien, qui est dite par Meshuga, qui nous dit qu'à force de planter le décor, on plante la série. Bravo, belle formule. Voilà, il dit pas sûr qu'il a envie de continuer à regarder du papier peint pendant 30 minutes chaque semaine. Voilà, bon, il a une belle plume. Après, Oui, voilà, oui, je oui. pense qu'il a fait aussi pour l'expression. Allez, on enchaîne avec la 4e série qui buzz sur Sens Critique. C'est la 4e saison de The Expanse. The Expanse, donc, est une série Prime qui était initialement diffusée sur Sci-Fi, mais qui a été repris par Amazon. C'est tiré d'une saga littéraire assez connue, bon, pas énorme, mais assez connue, de James Corey. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série fantastique qui se passe donc dans l'espace. Enfin, c'est de la SF, pardon, c'est pas fantastique. On est en 2200. Le système solaire est colonisé et on suit un équipage de cargo qui se retrouve mêlé à une conspiration. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque saison, et c'est assez rare chez nous, chaque saison gagne en appréciation. D'accord. Alors qu'en général, c'est plutôt degré. En général, ouais, il y a quelques exceptions, mais là, vraiment, ça passe un palier. Il y a des gros accents politiques. En fait, on parle de SF pour parler, en gros, du monde actuel et de tous les écueils. Et c'est assez bien souligné par Jean Neige, un de nos membres. Ça fait rire, hein, Jean Neige. Ouais, on est toujours dans les people. Et qui nous fait remarquer à quoi bon explorer les étoiles, le système, et par-delà si nous ne faisons que répéter le même schéma. Voilà, c'est la force de cette série, parler de notre réalité à travers l'exagération d'une potentielle situation future. Voilà, bon, on a aussi comme toujours, on a des gens qui aiment moins. Là aussi, avec une belle formule de Franck Béhémo. Bon, personne ne le connaît celui-là, c'est pas un people. Ça doit être peut-être son vrai nom. Qui lui nous dit qu'il va retourner chercher ses DVD de Cosmos 1999, qui étaient bien plus novateurs et inventifs à l'époque. Voilà. Mais globalement. J'aimerais bien qu'un jour vous nous parliez, je sais pas moi Thomas, que tu te replonges dans Cosmos 99, Oui. dans la séquence vintage, parce que c'est vrai que c'était une sacrée série. extraordinaire. Ouais, Mais mais- toi, t'es trop petit pour Non, avoir connu ça. c'est pas ma génération, Cosmos. ça. Non, je suis passé à côté, moi. Moi, j'étais vraiment dans Cosmos 99 et c'était. Et les fringues surtout. Les Ah oui, fringues. oui. Et puis même les scénarios étaient, enfin les histoires étaient assez étonnantes. Il y avait toujours un peu de surnaturel Oui. dans le C'est fantastique. vrai. Enfin, il y a toujours un peu de. C'était très très étrange. 5e série. La dernière, ouais. Et alors là, on revient sur les créations françaises. Et tu disais tout à l'heure, heureusement qu'il y a Netflix pour soutenir des productions françaises. Et ben non, il y a aussi OCS à travers un label qu'ils ont créé qui s'appelle le label OCS Signature, qui a comme principe de donner en fait carte blanche à des créateurs français avec des petits budgets. C'est-à-dire que là, vraiment, tous les efforts sont portés avant tout dans l'écriture et ça donne lieu à l'émergence de petites pépites et notamment cette série qui s'appelle Irresponsable, dont la 3e saison vient de sortir. On suit un personnage, Julien, qui est un peu la loose, qui doit retourner habiter chez ses parents et qui va redevenir pion dans son bahut. Et alors, c'est vraiment intéressant parce que globalement, tout le monde s'accorde à dire que c'est hyper bien écrit, les dialogues sont très très bien fait. Et le meilleur compliment qu'on puisse lui faire, d'ailleurs, peut-être, vient de Agnès Maillard, une de nos membres, elle aussi, qui nous dit que la série est vraiment très sympa, tellement bien qu'on en oublierait que c'est français. Et je trouve ça c'est assez intéressant. On a toujours ce prisme de regarder bien sûr, les séries avec ce regard français, pas français. Et je terminerai avec Janos Valouska, pour qui l'écriture est belle et subtile, offrant aussi bien de magnifiques comiques de situation
que des échanges complexes. Moi, je vous la recommande beaucoup. C'est la petite série Peps voilà, qui se regarde comme ça. Et puis, donc, c'est la 3e saison. On peut se faire plaisir en se replongeant dans les premières, si on ne la connaît pas. Irresponsable sur OCS. C'est ça. Et très bientôt, dans l'Ultra Haute Émission, on recevra l'un des responsables d'OCS qui nous expliquera un petit peu la stratégie de cette chaîne, hein, qui est évidemment disponible en VOD, qui propose pas mal de très bonnes séries, notamment avec l'accord qu'ils ont avec HBO. Tout le catalogue HBO. Voilà, entre autres. Entre autres, mais c'est ce qui fait le gros de l'attractivité de son offre. Merci Guillaume. Voilà pour le top 5 de Sens Critique et on enchaîne tout de suite avec notre rendez-vous vintage. Et on va encore parler Netflix, les amis, Jean-Sébastien, Guillaume et Thomas. Parce que sur Netflix, il y a, on l'a vu, des bonnes séries, des bons films. Même moi, tout à l'heure, on dressera un peu notre bilan de l'année 2019. Moi, je trouve qu'il y a quand même un coup de gueule concernant Netflix, mais il faut quand même aussi le reconnaître qu'il y a de très bons documentaires. On s'en est rendu compte avec Grégory, qu'on évoquait il y a quelques minutes. Il y a aussi des docs, franchement, qui sont originaux, de par les sujets qu'ils abordent. Et là, c'est Movies That Made Us, un doc qui raconte un peu nos films mythiques des années 80. Exactement. Est-ce qu'il y a des amateurs de Dirty Dancing, Ghostbusters, Die Hard, Maman j'ai raté l'avion autour de cette table ou pas? Die Hard, 58 minutes pour vivre. Si. Alors là, tout de suite, je signe. Oui. Voilà. Et j'adore. Et Bruce Willis, c'était... Voilà. Vous allez être servi avec cette série documentaire, effectivement, qui est donc un spin-off d'une précédente série documentaire qui s'appelait The Toys That Made Us, pardon pour l'anglais, qui revenait justement aussi sur la création des jouets mythiques des années 80-90. Et alors c'est une série documentaire, on est dans la pure nostalgie là, attention, hein, et qui se penche donc sur les coulisses de ces films. Et chaque épisode est une histoire sur les coulisses justement de ces pépites qu'on adore revoir à cette période de l'année, qui sont un peu nos films doudous. Donc on se penche sur Ghostbusters, on apprend des choses incroyables, notamment que Bill Murray était incertain jusqu'au jour J au début du tournage. Il avait donné son accord en disant « je viens », mais personne n'avait de ses nouvelles. Donc on ne savait pas si le jour J, le mec allait être là. Vous vous rendez compte ? Il était là. On apprend notamment, toujours sur Ghostbusters, qu'en 1982, Coca-Cola a racheté la Columbia, donc Sony Pictures, et a voulu stopper net la production du film parce que ça coûtait trop cher, ça coûtait 25 millions de dollars, alors qu'ils avaient commencé justement la production et qu'ils avaient justement débauché Richard Enlund, qui était un ex de ILM, un monsieur qui a un grand monsieur des effets spéciaux, qui a bossé sur Star Wars et qui a monté justement sa boîte grâce à Ghostbusters, qui était son premier contrat. Sony lui avait filé 5 millions de dollars, donc ça lui a permis comme ça de faire les effets spéciaux de Ghostbusters. Donc on apprend vraiment plein de choses. Il y a notamment le titre Ghostbusters, qui était incertain, puisque c'était un titre qui appartenait déjà à une autre boîte de prod. Donc le film devait s'appeler Ghostbreakers, et le jour du tournage d'une scène en plein New York, les figurants criaient Ghostbusters, 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 et quelqu'un de la production a appelé le studio en disant écoute, et donc tout le monde criait Ghostbusters, il a dit t'as pas le choix, maintenant faut que tu l'achètes le film. Voilà, donc c'est très intéressant, donc c'est très drôle, il y a des intervenants, donc il y a Dana Aykroyd, qui est évidemment le créateur de Ghostbusters, qui intervient. On a sur les autres films Dirty Dancing, alors ça, c'est une sacrée histoire aussi. 42 refus par tous les studios, qui a donc atterri dans un pauvre studio qui éditait des films en série Z et qui a décidé de produire le film. On connaît plus ou moins les raisons pour lesquelles Patrick Swayze et Jennifer Grey ne s'entendaient pas, puisque juste avant, ils avaient tourné un film ensemble qui s'appelait Red Dawn, et ils ne s'étaient pas très bien entendus. On apprend aussi pourquoi Patrick Swayze ne voulait plus danser, parce qu'il a eu un problème au genou. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses. Bon, ne nous dis pas tout, hein, parce que là, il y a du spoil quand même. Ouais, non, il y a beaucoup de spoil. Donc, Movies That Made Us. On a vraiment des super trucs, et j'en profite pour... ressortir les cassettes VHS. Voilà, ça, Piège de cristal, Die Hard, on a vraiment de John McTiernan, l'un des plus grands films d'action de tous les temps. Ah, ben je suis d'accord. Voilà, en hi-fi stéréo, en VHS. Ouais, voilà. Très bien. C'est génial. C'est vrai que c'est des films mythiques qui ont marqué les années 80, hein, tout ça. Ouais. Ça, c'est clair. On enchaîne tout de suite avec ou plutôt les sorties du mois dans l'Ultra Haute Émission. Et
puis juste après, on vous donnera chacun de nous nos coups de cœur de l'année 2019. Coup de cœur, coup de gueule aussi. N'hésitez pas les gars, vous allez pouvoir vous lâcher. Bien sûr. Ça va être sympa. Alors là, les films du mois, il y en a 2. Il y en a 2. Pourquoi 2 ? Et qui a sélectionné ça ? Thomas ? C'est moi. C'est moi, pardon. Pardon, Alors chef. c'est pas parce qu'il y en a 2 qu'il faut que tu fasses 2 fois plus de temps. Non, alors on va... Attention à toi. On va y aller vite. Évidemment, The Irishman, le projet de longue date de Martin Scorsese dont on parlait il y a quelques semaines. Vous l'avez vu ou pas, Jean-Sébastien, Pas Guillaume ? encore, non. Pas encore. Pas encore. Vous savez quoi ? Moi, j'ai peur de le voir parce que je me dis, quand je le lance, je vois 3h20. S'organiser. C'est pas que ça me stresse, c'est que je me dis, j'ai pas envie de le découper, de le voir en découpé, donc je me dis, il faut que je me retrouve avec te faire 3-4 heures tranquille. Oui, c'est pour ça que moi je l'ai pas encore vu. J'attends d'être sûr et d'avoir le temps peinard et pas un soir où je m'endormirai devant et tout. Exactement. Et je me le prépare bien. Moi, j'aime bien ça, ce côté genre. Oui. Le jour où je vais le lancer, sanctuarises un peu je vais le vraiment moment, m'installer. Je vais limite couper mon téléphone, tout ton ça. petit café, tes petits chocolats, peut-être Guillaume. Voilà. Je sais pas si tu. Ouais. Il faut, parce qu'effectivement, c'est un investissement de temps, c'est 3h30. Mais quel film, c'est un très très grand film et quel dommage de ne pas pouvoir le voir sur grand écran. Pour le pitch, c'est très simple. On suit donc Frank Sheeran, incarné par Robert De Niro, d'origine irlandaise, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui est donc chauffeur-livreur et qui va s'acoquiner avec la pègre locale incarnée par Joe Pesci, pour ensuite devenir l'homme de main de Jimmy Hoffa, incarné par Al Pacino. Et c'est pas un spoiler, mais l'histoire vraie dit que Frank Sheeran, donc l'homme de main de Jimmy Hoffa, Frank Sheeran a tué Jimmy Hoffa. Donc voilà. Donc on suit ce film qui s'étale sur plusieurs décennies, de 1949 à 2000. C'est un projet donc annoncé depuis 2008 et c'est une très très grande fresque humaine, un peu à la manière de Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. C'est beaucoup moins tonitruant dans le rythme que ce qu'a pu nous habituer Martin Scorsese, comme Les Affranchis, Le Loup de Wall Street ou Casino. On est plus dans la petite histoire, dans la grande histoire. Voilà. Et la particularité évidemment de ce film aussi, c'est le de-aging, donc le rajeunissement numérique, qui est parfois hasardeux. C'est une technique utilisée notamment sur les films Marvel pour certaines séquences. Donc ça passe. Là, effectivement, c'est sur 3h30. Donc ça peut être un peu plus problématique sur certaines, sur la longueur. Sur les Marvel, ça passe parce qu'il y a une atmosphère fantastique et un traitement d'image qui fait que... Puis c'est des séquences assez courtes. Mais là, on se retrouve, c'est vrai, j'ai vu quelques images où je me disais, bon, ça fait un peu bizarre, quoi. On se croirait dans Westworld. Ouais, non, mais par exemple, tu as Robert De Niro qui est rajeuni de 30 ans et le corps ne suit pas derrière. Il y a des scènes où c'est un peu problématique. Et ça a été un record de vues, 17 millions de visionnages, tout en partie sur Netflix. Moi, je recommande vraiment. Ton deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur, le film de Noël, si vous aimez les films d'animation comme moi, Klaus, qui est donc réalisé par Sergio Pablos, un ancien animateur de chez Disney qui a bossé notamment sur Hercule et qui signe là son premier film d'animation en animation traditionnelle en 2D avec un petit peu de 3D, oui, mais c'est vraiment essentiellement de la 2D. C'est sur les origines du Père Noël, c'est formidable, c'est un pur conte de Noël. C'est produit en partie aussi par un studio d'animation basé à Angoulême qui s'appelle les Films du Poisson Rouge. C'est formidable. Close sur Netflix. Tout à fait. Et gros carton sur Sens Critique. Ah, tiens. Et c'est une vraie surprise. Oui. Personne n'avait vu venir ce film. Bien sûr. Et c'est vraiment, ça touche du 7 à 77 ans. Et c'est hyper intéressant en termes de création. Ouais. Pour terminer cette ultra haute émission, eh bien, toute l'équipe va se réunir pour vous donner les coups de cœur et les coups de gueule de cette année 2019. Ça va être dur. Ça va être dur parce qu'on n'a pas énormément de temps, les amis. Il va falloir booster là quand même. Parce que les coups de cœur de chacun, ça va être chaud. Thomas est bavard. Comme il a terminé, on va peut-être donner la parole à Jean-Sébastien, par exemple. Ouais, tiens. tout à fait. Tes coups de cœur et tes coups de gueule de cette année 2019. Alors en coup de cœur, je commencerai par l'ultime saison de The Affair, qui est une série que j'aime beaucoup, qui a duré 5 saisons, qui en fait mettait en scène en gros l'histoire d'un couple qui allait se séparer parce que le mari tombe amoureux d'une serveuse sur leur lieu de vacances. Ce qui était très intéressant, c'était de voir que l'histoire était à chaque fois racontée par le point de vue d'une personne, et ensuite il y avait la même scène racontée par le point de vue
vue d'une autre personne. Donc on voyait justement comment deux personnes peuvent vivre la même séquence de leur vie avec des avis différents. La deuxième série que j'ai vraiment adorée, qui est un peu spéciale, qui est une création originale Canal+, s'appelle Calls. C'est-à-dire que c'est une série qui est audio. C'est-à-dire que vous n'avez presque rien à l'image, à part quelques petites étincelles ou animations qui correspondent à ce qui est raconté à l'image. Mais en gros, ça met en scène des situations seulement racontées par la partie audio. Alors, c'est fait, soi-disant, par des bandes qui ont été retrouvées, des conversations audio, téléphoniques. C'est vraiment très malin et c'est souvent à écouter au casque, parce que c'est souvent un enregistrement aussi binaural qui permet d'avoir une ambiance qui est vraiment géniale. Juste ajouter un truc là-dessus, c'est un vrai fait. Les séries audio, comme à l'époque, il y avait les feuilletons radiophoniques. Oui, et ben, les séries audio font un retour en force énorme, notamment aux États-Unis, où c'est déjà très très présent. Et il y a un paquet de séries audio qui ont débarqué cette année en France. Au-delà, Calls a été la première. Oui, tout à fait. Elle a ouvert un petit peu la voie. Il y a un paquet de séries qui arrivent. Et d'ailleurs, les droits ont été achetés par Apple pour Apple TV+, donc il faut s'attendre à avoir débarqué une version américaine. Et il y a une série française qui a été diffusée sur Spotify qui s'appelle L'Employé, qui va probablement être vendue à l'international aussi. Voilà. Bon, c'est les caméramans qui ne sont pas trop foulés là. Hein. Alors, c'est sûr, les ingénieurs sont contents. Là, donc ça, c'est ton coup de cœur. Tu as autre chose? Oui, et puis terminé aussi en coup de cœur par les séries Apple TV+, malgré tout. Je trouve que je suis assez convaincu finalement sur la globalité, et notamment sur une très bonne surprise que j'attendais pas du tout, c'est Dickinson. Moi, j'ai adoré cette série qui raconte donc l'histoire de la poétesse américaine Emily Dickinson, racontée en situation, en costume d'époque, mais avec des dialogues hyper modernes et de la musique hip-hop par-dessus qui rend ça vraiment génial. Super acteurs, hyper attachants. J'ai adoré cette série. Laure Foulquier nous a rejoint dans ce studio. Salut Bonjour Laure. à tous. Salut Laure. Laure qui, au-delà du fait de produire cette émission et donc est obligé de se baigner dans les séries, a ses préférences en termes de séries. Et on trouve intéressant justement d'avoir tes coups de cœur et tes coups de gueule aussi. Exactement. Pour cette saison 2019. Moi, du coup, en 2019, j'ai eu un énorme coup de cœur pour une série qui s'appelle The OA, qui est disponible sur Netflix, qui est une excellente série sur un thème assez innovant, qui sont les expériences de mort imminente. C'est extrêmement bien réalisé par Britt Marling, qui interprète aussi le personnage principal de Prairie Johnson, qui est une jeune fille aveugle qui disparaît pendant 7 ans et qui revient avec la vue, en retrouvant la vue. Et en fait, elle s'est faite enfermer par un espèce de chercheur, plutôt un fou furieux, on ne va pas se mentir, qui donc teste des expériences de mort imminente. Donc c'est une des séries les plus ambitieuses et originales de Netflix. La saison 2 était excellente, malgré toutes les frustrations qu'on avait à la fin de la saison 1. On s'est retrouvés avec toutes nos réponses avec cette saison 2 qui s'est trouvée vraiment excellente. Et la très mauvaise nouvelle, c'est que Netflix a décidé d'arrêter la production de cette série, et je suis très déçue, car c'était une excellente série. Tiens, mais justement, dans tes coups de gueule, Black Mirror, la saison 5. Ah, mais Black Mirror, Black Mirror est une de mes séries préférées. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une très très bonne série. Netflix a repris la production de Black Mirror à partir de la saison 3. Et ça a commencé un petit peu à décliner à la saison 4. On a eu également le spin-off, l'épisode interactif, qui, moi je suis un peu mitigée sur le sujet, mais alors la saison 5, je suis pas du tout mitigée, c'est un véritable flop. Il y a à la limite le premier épisode qui rejoint un petit peu l'ADN de Black Mirror, mais c'est tout. Le dernier épisode avec Miley Cyrus, c'est un enfer. Franchement, c'est les gentils sauvent les méchants, c'est terrible, mais on espère vraiment qu'ils feront mieux à leur prochaine saison, enfin en tout cas, je l'espère vraiment. Merci Laure. Guillaume Boutin. Moi, je vais surtout vous parler des coups de cœur de la communauté Sens Critique, mais qui rejoignent en partie les miens. La série de l'année, mais comme partout, on ne va pas être très original, c'est Tchernobyl, évidemment, HBO, donc mini-série en 5 épisodes. Là, on est d'accord, hein, je crois que oui. Enfin, tout le monde qui a vu cette série. Ça fait des années, je pense qu'il ne s'était pas passé quelque chose de ce genre. En un petit peu plus original, il y a une série Netflix qui est aussi une mini-série qui s'appelle Dans leur regard, qui vraiment est encensé, qui raconte l'histoire d'une injustice de 4 gamins noirs accusés de viol aux États-Unis. On suit leur parcours. Il y a Dark Crystal, qui vraiment est un carton, et c'était pas gagné, parce qu'on s'attaquait quand même à un chef-d'œuvre. Il y a Years and Years, dont j'avais parlé ici, qui est la série BBC diffusée sur Canal,
en mode un petit peu collapsologue et qui est hyper... qui est assez, qui est pas rafraîchissante, qui est vraiment glauquissime, mais qui, je pense, apporte quelque chose en tout cas en termes d'originalité de série. Et Unbelievable, aussi de Netflix dont j'ai parlé ici. Voilà, ça c'est les 5 séries de l'année. 3 séries documentaires rapidement. Notre planète, ça c'est vraiment étonnant parce que c'est une série documentaire sur la nature, les animaux. Et c'est la série documentaire la mieux notée de tout Sens Critique. Mais techniquement, alors puisqu'on parle beaucoup de son et d'images dans cette émission, puisque c'est un peu l'ADN aussi de l'Ultra Haute Émission, pour faire péter son écran, si je puis dire, vous mettez cette série. Et pour peu que vous ayez une bonne connexion, vous serez en 4K, et là, vous vous en prenez mais plein les yeux. C'est hallucinant. Pour faire les réglages sur l'écran, c'est bien, Non, après non, c'est reposant. Non, mais pour régler la colorimétrie, je veux dire. Oui, si tu veux. Mais autrement... Techniquement, les non, et puis il y a plein d'images. Moi, j'aime bien les documentaires animaliers. Je trouve que ça m'endort. C'est souvent incroyable techniquement, les documentaires animaliers, pour de vrai. Et donc, c'est pas mal. Et rapidement, Formule 1, Formula One, pardon. Alors, c'est assez étonnant parce que ça brasse un public qui n'est pas spécialement le public de la F1, qui est de plus en plus rare de toute façon, où on suit notamment le parcours d'un pilote. Et enfin, Grégory, qui est un petit... Voilà, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Parler de 3 séries françaises, parce que c'est bien de parler des Français, parce qu'il se passe quand même des trucs cool. L'effondrement, dont j'avais parlé la dernière fois, qui définitivement continue son buzz, entre guillemets, enfin voilà, continue de faire parler de lui. Mental, France TV /, voilà. On commence à voir les séries de France TV, et notamment auprès d'un public un petit peu plus exigeant. Et Jeux d'influence, qui était une série qui est passée sur Arte avant l'été, qui est très très bien réalisée, qui parle un peu de corruption, etc., que je vous recommande chaudement. Très bien, avant de laisser la parole rapidement à Thomas, parce que le décompte est là. Moi, alors The Morning Show, on n'en a pas parlé. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette série. Tout à fait. Parce que, bon, voilà, ça raconte un peu. Alors c'est peut-être parce que je travaille dans les médias, justement, mais je trouve que c'est très intéressant voir comment fonctionne, en fait, une matinale télé d'infos. Mais je pense que ça peut intéresser même ceux qui ne sont pas dans les médias, parce qu'on voit que finalement, c'est des gens qui vont au boulot, comme tout le monde, qui se lèvent tôt le matin. Évidemment, ce sont des stars. Évidemment, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ont des problématiques, ils ont des drames, et c'est très bien fait. Jennifer Aniston est excellente, Reese Witherspoon est excellente, enfin tout le casting 4 étoiles, et on voit que tout l'argent a été mis dans le casting parce que vraiment les comédiens sont vraiment très justes. Tchernobyl, je suis d'accord. Et mon coup de gueule, c'était Netflix malgré tout, parce que autant j'aime beaucoup Netflix, mais j'ai parfois du mal à trouver... vraiment souvent de très bonnes séries sur Netflix, c'est-à-dire qu'il y a énormément, il y a de l'abondance sur Netflix, mais parfois on a de l'abondance assez médiocre, et je supplie Netflix peut-être de faire moins de sorties, mais peut-être de mieux réfléchir sur les projets. Plus de qualité peut-être dans les programmes. Voilà, et peut-être même plus d'argent dans des projets comme The Irishman ou des grosses séries. Mais parfois on a des choses qui sont assez médiocres, qui font penser un peu aux téléfilms d'M6 quand même. Et, mais parce qu'ils ont le public des téléfilms d'M6. Oui, peut-être aussi. Aujourd'hui, je fais une parenthèse, mais aujourd'hui, c'est 6 millions de personnes qui regardent Netflix tous les soirs. Oui, c'est plus que TF1. C'est la première chaîne de télé. C'est gigantesque. Donc, si tu veux, aujourd'hui, tu dois aussi avoir ce que tu as sur TF1, M6, sans aucun jugement de valeur, mais du prêt à consommer comme ça. Ouais, bon. Donc, d'accord. Tu vois, tu annules mon coup de gueule, t'as raison. Non, mais j'ai une solution. Thomas. Oui, c'est moi, présent. Merci Thomas. Donc voilà, c'est terminé. Non, rapidos. Pour les coups de cœur... Pour le top, évidemment, Tchernobyl, Dark Crystal. Une création Netflix aussi, Love, Death and Robots, de Tim Miller et David Fincher, qui est une série avec plusieurs courts-métrages d'animation, différents styles d'animation. C'est très c'est à géométrie variable, mais globalement très très bien produit et très intéressant. Watchmen, qui n'est pas terminé, mais que je trouve formidable. C'est extrêmement bien produit, extrêmement bien écrit, extrêmement bien interprété. C'était hyper casse-gueule qu'on retrouve sur OCS. C'est sur OCS, HBO OCS. Alors, c'est pas terminé, ça se terminera courant 2020, mais déjà, gros coup de cœur. Et puis, Game of Thrones, saison 8. Parce que moi j'ai pas été. Parce que t'as pas vu le dernier épisode en fait. Non, c'est pour ça que tu l'aimes bien. Moi j'ai jamais été un grand fan de Game of Thrones. J'ai regardé parce que je trouvais ça extrêmement bien produit, très cinématographique. Ça faisait plaisir quand on est cinéphile de voir ça.
Je me suis toujours un peu ennuyé devant, ça m'a jamais passionné réellement, mais enfin la saison 8 a été resserrée sur 8 épisodes et enfin ça envoyait. Ça envoyait du lourd. Ah ouais, à chaque épisode c'était un régal. Donc voilà, et pour les flops, Stranger Things, c'est saison 3. Je suis pas d'accord. Stop, faut arrêter, les gamins sont insupportables, ça devient vraiment n'importe quoi. T'es dur. C'est de la Je trouve que c'est pas vrai. nostalgie de C'est supermarché. tellement marketé en plus. Et C'est tellement... Arrêtez, ça fait du bien. ouais, mais le concept ne fonctionne plus. Et à propos de concept, True Detective saison 3, moi... Excusez-moi, juste un truc. Là où je rejoins Laure, c'est que ça cartonne. Ah oui. Non, mais c'est une série qui ça, je respecte. qui a un succès, au-delà du qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a énormément La d'audience. saison 3 est bien plutôt bien réussie, moi, pour le coup. Moi, ça m'a pas passionné, en fait. Je l'ai regardé parce que ma chère étant le regarde, donc Oui, j'ai t'es subi obligé un d'être petit peu avec elle. Ouais. Mais voilà, moi, je dis stop, arrêtons les D'accord. frais. Et puis, True Detective saison 3. Oh, t'es dur. Alors là, on est vraiment... Oh, t'es dur. Non, alors... T'es J'aime mieux beaucoup- que la 2. T'es mieux que la 2. Non, justement, je préfère la 2. J'adore la C'est bien, saison la 2. 1. La saison 1 est formidable. Mais en fait, elle a une identité tellement forte, tellement lugubre, tellement macabre que c'est quelque chose qu'on a voulu absolument décliner au forceps dans les suivantes. La saison 2 était plutôt réussie avec Vince Vaughn notamment, qui était le grand méchant. Mais la saison 3, là, stop. Mais ça, c'est le problème des séries qui ont été écrites pour une saison. Mais oui, bien sûr. C'est Et un après, one-shot. tu es obligé de décliner. Mais c'est comme Handmaid's Tale, c'est sûr. comme Big Little Handmaid's Lies. Tale, la saison 3, Mais je suis ça d'accord. faisait partie de mes coups de gueule Mais bien aussi. sûr. Mais jusqu'où Mais on va Big aller Il a Little fallu Lies 10 aussi, c'est pareil. épisodes pour qu'il se passe quelque chose Mais et bien sûr. au 11e, c'était fini. Donc, Non, mais et puis on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on, ça y est, là, maintenant, il Pourtant, faut c'est une qu'il y ait excellente une série. conclusion maintenant. Ça y est, c'est Oui, bon. mais d'un autre côté, si tu as aimé une saison, tu vas la regarder. Moi, moi, j'ai tellement aimé la première que je regarderai la 4e. Mais, Ouais. moi aussi, bon, c'est Au bout d'un moment, une excellente quand tu série. tires sur l'élastique, il se il pète. casse. Voilà. Bon, vous voyez, comme quoi ça discute. Je crois que le générique va partir. On va continuer à débattre sur les séries de l'année 2019. Et on n'a pas évoqué celle de 2020 parce que ça sera dans le prochain numéro, forcément, parce qu'il y aura plein de trucs sympas. Merci de nous avoir suivis. Merci à Laure. Merci Jean-Sébastien Tanqui, Thomas, Guillaume de Sens Critique. Merci François. Vous le savez, l'ultra haute émission, c'est tous les mois. Je vous rappelle qu'il y a toujours cette télé TCL qu'on vous offre. N'hésitez pas si vous voulez tenter votre chance. 65 pouces, Dolby Vision, Dolby Atmos, enfin tout ce qu'il faut pour avoir un bel écran pour regarder toutes les séries qu'on vous a conseillées durant cette émission. Vous allez sur la page 01net.com et vous participez au concours pour tenter votre chance. Cette télé 65 pouces TCL est peut-être d'ores et déjà à vous. Bonne chance. À très vite et merci de nous avoir suivis. L'ultra haute émission avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs.